La nuit de nos noces, mon mari PDG a dit froidement, ce n'est qu'un mariage de convenance. Chaque nuit, ma secrétaire dormira à mes côtés. J'ai accepté, j'ai tranquillement annulé le mariage et je suis allé directement à l'aéroport. Son empire tout entier s'est effondré du jour au lendemain. La première chose que j'ai remarquée en entrant dans notre suite d'hôtel la nuit de notre mariage, c'est que le lit n'avait été préparé que d'un seul côté. Pas des deux côtés, un seul. Et Dominique se tenait près de la baie vitrée, en chemise et cravate desserrée, regardant les lumières de la ville en contrebas. Notre ville, l'ancienne ville sidérurgique de Harwich, en Pennsylvanie, avec ses châteaux d'eau rouillée et les cheminées des usines se découpant sur un ciel de novembre meurtri. Et il ne me regardait pas du tout. Il ne faisait même pas semblant. Cela aurait dû me dire tout ce que j'avais besoin de savoir à ce moment-là. 19 ans à connaître cet homme, et je ne l'ai toujours pas vu venir. Ou peut-être que si, et j'étais juste trop fatigué pour le nommer. Cet arrangement, dit-il sans se retourner, c'est un accord commercial, Noël. C'est tout ce que ça a toujours été. J'ai besoin que tu comprennes cela pour l'avenir. Il m'a finalement regardé alors, et son expression était si calme, si plate, comme dans une salle de conseil, que j'ai senti quelque chose se déplacer physiquement dans ma poitrine, comme un câble qui se rompt sous une trop grande tension. Claudia sera ici à 11 heures. Elle reste dans cette chambre avec moi. On t'a installé dans la 412, au bout du couloir. Claudia, sa secrétaire de direction, bien sûr. Je suis resté là, dans ma robe de mariée, en soie ivoire, sans traîne, pratique, le genre de robe qu'une ambulancière de 34 ans choisit parce qu'elle sait qu'il ne faut pas idéaliser les choses. Et j'ai pensé, idiote, Noël, idiote absolue. Mais voici ce que vous devez comprendre avant que je vous raconte le reste. Avant que je vous parle de l'annulation que j'ai déposée à 7 heures le lendemain matin, du vol que j'ai pris à midi, de ce qui est arrivé à l'empire de Dominique Voss dans les semaines qui ont suivi, vous devez comprendre ce que je pensais que c'était. Ce que j'ai sincèrement cru jusqu'au plus profond de moi pendant 19 ans. Je pensais que c'était de l'amour. J'ai grandi à Harwich. On ne quitte pas Harwich. C'est le principal trait de personnalité de la ville. Elle est nichée dans une vallée entre deux crêtes dans l'ouest de la Pennsylvanie, et la géographie elle-même semble être un piège. L'industrie sidérurgique est partie au début des années 90, et ce qui est resté, c'est une sorte d'identité ouvrière tenace et fière que les gens portaient comme un insigne. Mon père a conduit un bus de ville pendant 31 ans. Ma mère était infirmière aux urgences de l'hôpital général de Harwich jusqu'à ce que ses genoux lâchent. Je suis devenue ambulancière parce que c'était ce qui se rapprochait le plus de la profession de médecin que je pouvais me permettre et parce que je croyais sincèrement en ce travail. C'est toujours le cas. J'ai rencontré Dominique Voss quand j'avais 15 ans, à un match de football au lycée Harwich Central. Il avait 17 ans, le frère cadet du quarterback, ce qui signifiait qu'il pouvait se tenir sur la ligne de touche et avoir l'air important sans rien faire. Même à l'époque, il avait cette qualité, cette force d'attraction, comme s'il était le centre de n'importe quelle pièce où il se trouvait. Des cheveux sombres, une mâchoire nette, une façon de vous écouter qui vous donnait l'impression d'être la personne la plus intéressante qu'il ait jamais rencontrée. Il m'a demandé mon nom, et quand je lui ai dit Noël Bancroft, il a dit, comme Noël. Et j'ai dit, comme le chant. Et il a souri, et c'était tout. J'étais fichu. Nous sommes sortis ensemble pendant le lycée. Nous sommes restés ensemble pendant ses études de premier cycle à Penn State et ma certification d'ambulancière, puis mon programme d'ambulancière au Community College d'Ellsworth. Nous avons survécu aux années où il construisait sa première entreprise, une société de conseil en logistique appelée Voss Solutions, et où je faisais des gardes de 12 heures dans une ambulance à travers les pires quartiers du comté, voyant des choses qui videraient la plupart des gens. Rentrant à la maison avec une odeur d'antiseptique, d'adrénaline et parfois pire. Nous avons survécu à son premier grand succès lorsque Voss Solutions a décroché un contrat avec 3 réseaux hospitaliers régionaux et que Dominique a soudainement valu quelque chose de réel. Nous avons survécu à sa deuxième entreprise et à sa troisième. Nous avons survécu à la mort de mon père en 2018, à l'accident vasculaire cérébral de sa mère en 2020 et à une fausse couche dont nous n'avons jamais parlé correctement et aurions dû. Nous avons survécu à tout cela. Et je me suis dit que c'était la preuve de quelque chose. Que l'endurance était la même chose que l'amour. Que 19 ans à se choisir encore et encore signifiait que nous étions solides. L'automne dernier, l'automne avant le mariage, Harwich était sincèrement belle, comme le sont parfois les villes industrielles en déclin.
les érables le long de Caldwell Street étaient devenus entièrement orange et cuivre, et l'ancien bâtiment de Pinacle Style sur la rivière avait été à moitié converti en appartement de type loft. Et certains matins, quand la lumière frappait la vallée juste comme il fallait, on pouvait presque oublier le taux de chômage et la clinique pour opioïdes sur la 5e, et le fait que la moitié des vitrines du centre-ville étaient sombres depuis une décennie. Je conduisais l'ambulance avec mon partenaire, Terence Webb. 15 ans de métier, la personne la plus imperturbable avec qui j'ai jamais travaillé. Et nous parlions de rien en particulier. D'un appel que nous venions de terminer. Une douleur thoracique qui s'est avérée être un reflux acide sévère. Et Terence a dit, alors, c'est quand le grand jour? Mars, ai-je dit. Dominique veut un mariage au printemps. Terence a fait un bruit qui n'était pas tout à fait un accord. Quoi? Ai-je dit. Rien. Terence. J'ai dit rien, Noël. Il regardait la route. Tu l'aimes. C'est ce qui compte. Je l'aimais. Je l'aimais comme on aime quelque chose que l'on a construit de ses propres mains pendant des décennies. Pas avec des feux d'artifice et le souffle coupé, mais avec la certitude profonde et installée de quelqu'un qui connaît chaque faille dans les fondations et qui a choisi d'y vivre quand même. Dominique pouvait être froid parfois. Il pouvait être si concentré sur un objectif commercial qu'il oubliait qu'il y avait des êtres humains dans la pièce. Il n'était pas, pour être honnête, la personne la plus affectueuse physiquement. Mais je me suis dit que c'était juste sa nature. Que sous l'extérieur du PDG se trouvait le garçon de 17 ans qui m'avait écouté parler de mes rêves sur la touche d'un terrain de football en 1999. Et ce garçon était toujours là. Je sais maintenant que je décrivais un homme que j'avais inventé. Le vrai Dominique Voss était tout autre chose. Les fiançailles elles-mêmes avaient été étranges, et j'aurais dû prêter plus d'attention à l'étrangeté. Il a fait sa demande en janvier, 6 mois avant le mariage. Nous étions dans son bureau à Voss Capital, l'entreprise qu'il avait créée le plus récemment, une société de capital investissement qui avait absorbé Voss Solutions et 2 autres filiales. Et il m'avait convoqué pendant ma pause déjeuner. Je me souviens avoir pensé que c'était bizarre. Il ne m'avait jamais demandé de venir à son bureau auparavant. Nous gardions ces mondes séparés. Quand je suis arrivé, son assistante, Claudia, toujours Claudia, m'a jeté un regard que je n'ai pas pu déchiffrer et m'a dit d'entrer directement. Dominique était à son bureau. Il ne s'est pas levé. J'ai réfléchi, a-t-il dit, à l'image de l'accord Méridien. L'accord Méridien était une acquisition sur laquelle il travaillait. Je connaissais le nom parce qu'il le mentionnait parfois au dîner. De la manière dont on mentionne brièvement un problème au travail, presque en s'excusant, parce qu'on sait que l'autre personne ne peut s'en soucier que jusqu'à un certain point. J'ai hoché la tête. Le conseil d'administration veut que je projette la stabilité, a-t-il dit. La stabilité personnelle. Hartwell, c'est le PDG de Méridien. C'est un traditionnaliste. Il veut savoir que les gens avec qui il fait des affaires sont des personnes ancrées, des pères de famille, ce genre de choses. Je me souviens de la lumière fluorescente dans son bureau. Je me souviens de la vue sur la ligne d'horizon de Harwick à travers la vitre derrière lui, le château d'eau visible au loin. Je me souviens avoir pensé que quelque chose n'allait pas dans l'énergie de la pièce, comme une fréquence que je n'arrivais pas tout à fait à capter. D'accord, ai-je dit. Il a ouvert le tiroir de son bureau et a posé une boîte à bagues sur le bureau entre nous. Elle n'a pas glissé vers moi. Elle est juste restée là, à égale distance. Je pense que nous devrions nous marier, a-t-il dit. Ce printemps, avant la conclusion de l'accord Méridien. J'ai regardé la boîte. Je l'ai regardée. C'est ça, ta demande en mariage. Nous sommes ensemble depuis 19 ans, Noël. Je ne pense pas que l'un de nous ait besoin d'un grand geste à ce stade. Et là, c'est là que j'aurais dû partir. C'est là que toute personne raisonnable aurait dit, non, en fait, j'ai besoin d'un grand geste, ou au minimum d'une phrase qui contienne le mot amour. Mais j'avais 34 ans et j'étais avec cet homme depuis plus de la moitié de ma vie. Et je m'étais convaincu que c'était juste Dominique étant Dominique. Pragmatique, peu sentimental en surface, vrai en dessous. Je me suis dit qu'il était nerveux. Je me suis dit qu'il montrait son amour de la manière qu'il connaissait, c'est-à-dire pratique et tournée vers l'avenir. J'ai pris la boîte à bagues et je l'ai ouverte. Et la bague à l'intérieur était magnifique. Un simple saphir ovale, exactement ce que j'aurais choisi.
Et j'ai dit oui. J'ai dit oui. Terence, quand je le lui ai dit, est resté silencieux un long moment. Nous étions de retour dans l'ambulance, garés devant l'hôpital général de Harwich, en train de manger des sandwichs du restaurant sur Maple qui faisait encore tout avec de la vraie charcuterie. Il mâchait avec soin. Il regardait son sandwich. Il n'a pas dit qu'il t'aimait ? A demandé Terence. Il l'a sous-entendu. Il l'a sous-entendu, Terence. Non, je suis juste. Je suis en train d'assimiler. Une autre mastication prudente. Et la bague était sur son bureau, pas dans sa poche. Sur son bureau. Ce n'est pas un type traditionnel. MMM. Il a plié son emballage de sandwich avec une précision inutile. Et tu es heureuse. Je suis heureuse, ai-je dit. Et je le pensais. Ou je pensais une version de cela, la version où être heureuse, terrifiée et incertaine se mélangent pour former quelque chose que vous appelez le bonheur parce que l'alternative est de faire face à ce que c'est réellement. L'organisation du mariage a été principalement gérée par l'assistante de Dominique, Claudia encore, ce que je me suis expliqué par le fait que Dominique était occupé et que je travaillais des horaires irréguliers et qu'aucun de nous n'avait la disponibilité pour les dégustations de lieu. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont Claudia gérait chaque détail qui me dérangeait, quelque chose de propriétaire à ce sujet. Elle avait 32 ans, précise, avec le genre d'efficacité soignée qui vous faisait vous sentir légèrement mal habillé juste en vous tenant à côté d'elle. Quand j'appelais pour discuter du menu ou de la liste des invités, elle disait parfois des choses comme « Dominique tient beaucoup au centre de table ». Ou « J'ai mentionné qu'il préférerait le format du dîner assis ». De petites choses, rien d'alarmant, mais toujours Dominique ressemble et Dominique préfère et Dominique a mentionné, comme si elle avait accès à lui sur une fréquence que je ne pouvais pas capter. Une fois, en février, je suis passé à son bureau sans prévenir après une garde particulièrement brutale, un appel pédiatrique, le genre qui vous prend une partie de vous qui ne repousse pas. Parce que j'avais besoin de voir son visage. J'avais besoin d'être dans la même pièce que quelqu'un qui me connaissait. Je n'ai pas appelé à l'avance parce qu'il ne m'était pas venu à l'esprit que je devais le faire. Après 19 ans, on n'appelle pas à l'avance. Le bureau extérieur était vide. Tard le soir, la plupart du personnel était parti. Sa porte était légèrement entr'ouverte. Je pouvais entendre des voix à l'intérieur, basses et sans hâte. Et je les poussais, et Claudia était assise sur le bord de son bureau, pas derrière, dessus, avec une tablette à la main et ses chaussures enlevées, et Dominique se tenait à côté d'elle, proche, regardant ce qu'il y avait à l'écran. Ils ont tous les deux levé les yeux quand je suis entré et aucun d'eux ne s'est écarté parce qu'il n'y avait rien à écarter. Pas techniquement. Ils regardaient un document. C'est tout. Noël, a dit Dominique, tu aurais dû appeler. J'ai eu un appel difficile. J'ai dit que je voulais te voir. Quelque chose a traversé le visage de Claudia. Pas de la culpabilité, quelque chose de plus proche de la patience, comme si elle attendait qu'une interruption passe. Je suis au milieu de quelque chose, a dit Dominique, pas méchamment, mais pas chaleureusement non plus. On peut parler plus tard ? Bien sûr, ai-je dit. Je suis parti. Et sur le chemin du retour, à travers les rues sombres d'octobre, les feuilles tombées, les arbres nus, la vieille ville paraissant dépouillée et exposée comme elle le faisait toujours une fois que l'automne s'était pleinement engagé à se terminer, je me suis dit que j'étais paranoïaque. Je me suis dit que je projetais. Je me suis dit qu'une femme assise sur un bureau et un homme debout à proximité regardant un document ensemble n'était pas un problème. N'était rien. Était le genre de choses que l'on imagine quand on est épuisé par une mauvaise garde, qu'on fonctionne avec 4 heures de sommeil et que son système nerveux est à vif. Je me le suis dit si convaincante que j'ai presque fini par y croire. Le mariage a eu lieu en mars comme prévu. 47 invités, un lieu dans le quartier rénové de l'usine que Dominique avait discrètement co-investi 3 ans auparavant, ce que je n'ai appris que par l'encart du programme qui le mentionnait comme un partisan fondateur du Harwich R&D Event Center. Une information qui n'avait apparemment pas fait son chemin dans nos conversations sur le choix du lieu du mariage. Petit détail. Je l'ai classé avec les autres petits détails que j'archivais depuis des mois dans ce tiroir mental dont on se dit toujours qu'on s'en occupera plus tard. Ma demoiselle d'honneur était ma cousine Petra, qui est venue de Pittsburgh en voiture et a passé la majeure partie de la matinée avant la cérémonie à me dire que j'étais magnifique et à essayer de ne pas dire ce qu'elle pensait manifestement. Elle avait rencontré Dominique peut-être une douzaine de fois au fil des ans,
et elle était toujours polie avec lui, et il était toujours poli avec elle. Et il y avait une sorte de politesse spécifique entre eux qui n'était en réalité que deux personnes qui ne se faisaient pas confiance étant prudentes. « Tu vas bien » a-t-elle demandé, ajustant mon voile dans le miroir de la suite nuptiale. « Je vais très bien, ai-je dit. »« Tu es ambulancière » a-t-elle dit. « Tu sais à quoi ressemble une fréquence cardiaque de base élevée. » Petra. « Je dis juste que tu as l'air un peu. Je ne sais pas, tendu. C'est le jour de mon mariage, ai-je dit. J'ai le droit d'être nerveuse. Elle a lissé le dos de ma robe et n'a rien dit d'autre. Mais elle a tenu ma main une seconde de plus avant que nous sortions. Et j'ai serré la sienne en retour. Et je pensais, c'est bon. Ça va aller. 19 ans. C'est l'homme que tu as choisi. Voilà à quoi ressemble le choix quand il est réel. J'ai descendu l'allée vers Dominique Voss et il m'a regardé avec cette expression calme et concentrée qu'il avait toujours. Et j'ai cru y voir quelque chose de chaleureux. Je me suis dit que j'y voyais quelque chose de chaleureux. La cérémonie a duré 50 minutes. Le dîner a duré 2h30. À un moment donné pendant la réception, j'ai croisé le regard de Claudia de l'autre côté de la pièce. Elle était là, bien sûr, en tant qu'accompagnatrice du partenaire commercial de Dominique, un homme nommé Gareth Howell, qui avait été l'allié professionnel le plus proche de Dominique au cours des 8 dernières années. Et que j'avais toujours trouvé légèrement troublant d'une manière que je ne pouvais pas articuler. Claudia m'a regardé avec la même expression qu'elle avait au bureau en février. Cette expression d'attente patiente, comme si elle savait quelque chose que je ne savais pas, comme si elle le savait depuis longtemps et attendait simplement que je la rattrape. J'ai détourné le regard. J'ai dansé avec Terence, qui était venu avec sa femme Déborah, et qui m'a fait faire une révérence spectaculaire et m'a fait rire pour la première fois de la journée. J'ai mangé un morceau du gâteau de mariage, qui était aux amandes avec de la crème de citron, et il était vraiment délicieux. J'ai bu 2 verres de champagne et je me suis senti presque normal. Et puis Dominique m'a touché le coude et a dit, il est temps de monter. Et nous avons pris l'ascenseur jusqu'au 14e étage du Harwick Grand Hotel. Et je suis entré dans notre suite et j'ai vu le lit préparé d'un seul côté. Et il a dit, cet arrangement, c'est un accord commercial, Noël. C'est tout ce que ça a toujours été. Ce qu'il a dit ensuite était pire parce qu'il l'a dit si raisonnablement. Il a dit, je supposais que tu comprenais cela. Nous construisons cette fusion depuis des années. L'arrangement personnel. Je pensais que nous étions sur la même longueur d'onde. Claudia fait partie de ma vie depuis 4 ans. Je ne te l'ai pas caché. Tu me l'as caché, ai-je dit. Ma voix était très stable. Cela m'a surprise. Je n'ai jamais dit. Tu n'as jamais dit que tu m'aimais non plus, ai-je dit. Lors de la demande en mariage. Tu te souviens? J'attends que tu le dises depuis 19 ans, Dominique. Pas une seule fois le jour de notre mariage. Il m'a regardé comme si j'étais un problème particulièrement intéressant dans une feuille de calcul. Je pensais que les actions parlaient assez clairement. Les actions, ai-je répété. D'accord, Noël. Et là, c'est là que le gaslighting a commencé. La chose qui continuerait pendant des semaines si je le laissais faire. La chose que Gareth Howell amplifierait et affinerait plus tard en quelque chose de presque professionnel dans sa précision. Je pense que tu réagis émotionnellement à quelque chose que tu as mal interprété. Nous avons eu un bon partenariat. J'ai été clair sur mes priorités. Je n'ai jamais prétendu être quelqu'un que je ne suis pas. Tu es fiancé avec moi depuis 2 mois et tu couches avec ta secrétaire. Je n'ai pas couché. Il s'est arrêté, s'est recalibré. La relation avec Claudia est complexe. Vraiment? Ai-je dit. Tu as toujours eu tendance à dramatiser, a-t-il dit. Je l'ai remarqué au fil des ans, surtout après des gardes difficiles. Tu rentres à la maison et tu vois tout à travers ce prisme. Crise, urgence, la pire interprétation possible. Je pense que c'est ce qui se passe en ce moment. Je suis resté là, dans ma robe de soie ivoire, et j'ai senti quelque chose de très froid et de très clair me traverser. Pas de la colère, de la clarté. Le genre de clarté que l'on obtient à 3 heures du matin lors d'un appel pour un traumatisme, quand tout se réduit à ce qui est réel et à ce qui doit être fait ensuite, et que tout le bruit disparaît. Il me disait que j'imaginais des choses. Il me disait que ce que j'avais vu,
ce que je l'avais entendu dire de sa propre bouche il y a moins de 10 minutes, était le produit de ma propre perception déformée. Il le faisait si doucement, si confidemment, que pendant une seconde terrible, j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Cette sensation vertigineuse et nauséabonde de ne pas pouvoir faire confiance à ses propres sens. Et puis j'ai pensé à Terence. J'ai pensé à Petra. J'ai pensé au regard de Claudia à la réception. J'ai pensé à la boîte à bagues posée sur un bureau, à égale distance, n'appartenant à personne. D'accord, ai-je dit. Bien, a dit Dominique. Je suis content que nous. Je serai dans la chambre 412, ai-je dit. Bonne nuit, Dominique. J'ai pris mon sac de nuit, que Claudia avait, il s'est avéré, déjà fait déplacer dans la chambre 412, ce qui signifiait qu'elle était au courant de cet arrangement avant moi, ce qui signifiait que tout le monde dans cette situation était au courant avant moi. Et j'ai pris l'ascenseur pour descendre de 2 étages, et je me suis assise sur le bord d'un lit d'hôtel dans ma robe de mariée, et je n'ai pas pleuré. J'ai sorti mon téléphone et j'ai cherché la procédure d'annulation de mariage en Pennsylvanie. Et puis j'ai appelé Petra. Elle a répondu à la 2e sonnerie. Je pouvais entendre le bruit de la réception en arrière-plan. Elle n'était pas encore partie. J'ai besoin que tu viennes à la chambre 412, ai-je dit, et apporte tes clés de voiture. Nous avons un rendez-vous demain matin. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil, puis je l'ai entendu poser un verre. Je suis déjà en chemin, a-t-elle dit. Elle est apparue à ma porte 7 minutes plus tard, toujours dans sa robe de demoiselle d'honneur, bleu poudré, longueur genou, le genre de robe qu'elle pourrait vraiment porter à nouveau parce que j'avais insisté là-dessus. Avec ses talons dans une main et ses clés de voiture dans l'autre, elle m'a regardé, assise sur le bord du lit d'hôtel dans ma robe de mariée. Et elle n'a posé aucune question. Elle s'est juste assise à côté de moi, a mis son bras autour de mes épaules et a attendu. Je lui ai tout raconté. Tout. La demande en mariage au bureau avec la boîte à bagues posée à égale distance sur le bureau. La nuit où je suis entré et j'ai trouvé Claudia perchée sur le bord de ce même bureau, sans ses chaussures. La réception, l'ascenseur, le lit préparé d'un seul côté. Ce que Dominique avait dit, cet arrangement, c'est un accord commercial. Et puis ce qu'il avait dit après, la partie où je dramatisais, la partie où je déformais les choses, la partie qui était conçue pour me faire douter de mon propre souvenir d'une conversation qui avait eu lieu il y a moins d'1 heure. Petra a écouté tout cela sans interrompre, ce qui n'est pas dans sa nature. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un moment, puis elle a dit, « D'accord, de quoi as-tu besoin ? » J'ai besoin de savoir à quoi ressemble la procédure d'annulation en Pennsylvanie, ai-je dit. Et j'ai besoin de savoir si nous pouvons trouver un notaire dès demain matin. Elle a sorti son téléphone. J'y suis. Puis elle a levé les yeux. Et après ça ? L'aéroport international de Pittsburgh, ai-je dit. J'ai une sœur à Phoenix. Petra m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vraiment vue sur son visage auparavant. Quelque chose entre le chagrin et la fierté. La façon dont on regarde quelqu'un qui fait la chose la plus difficile mais la plus juste. D'accord, a-t-elle répété. Je conduis. Nous sommes restés éveillés jusqu'à 2 heures du matin à faire des recherches. L'annulation de mariage en Pennsylvanie pour motif de fraude n'est pas une procédure compliquée lorsque le mariage date de moins de 24 heures et que vous avez des documents. Ce que je ne savais pas encore, ce que je n'apprendrai que plus tard, c'est la quantité de documents que j'avais déjà sans même m'en rendre compte. La demande en mariage au bureau, dont Claudia a été témoin, qui avait préparé la boîte à bagues elle-même. Le lieu, que Dominique copossédait et avait choisi unilatéralement. La liste des invités, qui avait été filtrée par les mains de Claudia. L'arrangement de la suite d'hôtel, que Claudia avait préarrangé, ce qui signifiait qu'elle avait déplacé mon sac de nuit dans la chambre 412 avant même la fin du mariage, ce qui signifiait que cela avait été planifié. Cela avait toujours été planifié. Il y avait une trace écrite. Il y avait une très, très longue trace écrite. Et je ne savais pas encore à quel point cela deviendrait important. À 7 heures du matin, j'ai quitté ma robe de mariée pour enfiler les vêtements que j'avais emballés dans mon sac de nuit, un jean, un pull gris, des bottes, et Petra nous a conduites à un magasin UPS sur Market Street qui ouvrait à 7h30 et avait un notaire sur place. J'ai déposé les premiers papiers pour l'annulation pour motif de déclaration frauduleuse. La notaire, une femme d'une 50aine d'années nommée Greta, qui avait tout vu,
a authentifié ma signature avec l'efficacité particulière de quelqu'un qui a traité toutes sortes de catastrophes humaines sans jugement. Je l'ai remerciée. Elle m'a donné une carte pour une avocate en droit de la famille nommée Vivienne Park, qui avait un bureau au 3e étage du bâtiment Caldwell en centre-ville et que Greta a décrite seulement comme très bonne et très rapide. J'ai appelé Vivienne Park depuis la voiture. Elle a répondu à la 3e sonnerie. Cabinet d'avocat Park. Je m'appelle Noël Voss, ai-je dit. Et puis je me suis arrêté parce que c'était la première fois que je prononçais ce nom à voix haute et il avait un goût étrange. Noël Bancroft. Je me suis marié hier soir. J'ai besoin d'annuler ça. Il y a eu un bref silence. Il y a combien de temps a eu lieu la cérémonie? 18 heures. D'accord, a-t-elle dit, et sa voix était calme et précise, exactement ce dont j'avais besoin. Pouvez-vous être à mon bureau à 10 heures? J'ai regardé Petra. Petra a hoché la tête. Oui, ai-je dit. Nous étions au bureau de Vivienne Park à 9h55. C'était une petite femme, coréenne-américaine, avec des lunettes de lecture sur une chaîne et le genre d'attention concentrée qui vous donnait l'impression d'être le seul cas de tout son cabinet. Elle avait déjà affiché les statuts sur l'annulation de mariage de Pennsylvanie sur son écran quand nous sommes entrés. Elle a écouté mon récit des 18 heures précédentes et a posé 3 questions spécifiques. Dominique m'avait-il présenté honnêtement la nature du mariage avant la cérémonie? Étais-je au courant de la relation préexistante avec Claudia? L'arrangement de la chambre d'hôtel m'avait-il été communiqué avant la nuit de noces? Non. 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 C'est un cas clair de déclaration frauduleuse, a-t-elle dit en prenant des notes. Le mariage a été contracté sous de faux prétextes. Vous n'avez pas été informé de faits importants qui ont directement affecté votre décision de vous marier. Nous pouvons agir rapidement sur ce point. À quelle vitesse? Ai-je demandé. Compte tenu du calendrier, marié depuis moins de 24 heures, pas encore d'actifs partagés, pas de compte joint, pas d'enfant. Cela peut être traité en 60 jours, peut-être plus vite s'il ne conteste pas. Il contestera, ai-je dit. Et puis j'y ai réfléchi. En fait, je ne sais pas s'il le fera. Il est en plein milieu d'une acquisition majeure, l'accord Méridian. Il a besoin que cela paraisse propre. Le stylo de Vivienne s'est arrêté. L'accord Méridian, a-t-elle dit avec précaution. Dominique Voss, Voss Capital. Oui. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture. Noël, je dois vous demander quelque chose, et j'ai besoin que vous y répondiez aussi précisément que possible. Est-ce que le mariage lui-même, la cérémonie, l'annonce publique, l'image sociale? Est-ce que tout cela était lié à l'acquisition de Méridian? Dominique a-t-il déjà indiqué que votre mariage était stratégiquement programmé pour l'accord? J'ai pensé à la demande en mariage de janvier, à la salle de conseil, au mot image. Hartwell est un traditionnaliste. Il veut savoir que les gens avec qui il fait des affaires sont des personnes ancrées. Des pères de famille. Oui, ai-je dit. Il a dit exactement cela. Il a dit que le PDG de Méridian était un traditionnaliste et que le conseil voulait qu'il projette une stabilité personnelle. Il m'a demandé en mariage à cause de l'accord. Vivienne a posé son stylo. Elle a croisé les mains sur son bureau. Alors ce n'est pas seulement une affaire personnelle, a-t-elle dit. S'il a utilisé un mariage frauduleux pour influencer une acquisition d'entreprise majeure, c'est un problème de valeur mobilière. C'est potentiellement une fraude à une échelle beaucoup plus grande. Elle a fait une pause. Avez-vous quelque chose par écrit? Une communication où il a fait référence à l'accord en lien avec le mariage? J'ai réfléchi. J'ai sorti mon téléphone. Je suis retourné dans mes SMS avec Dominique. Laconique, toujours laconique, car il préférait communiquer via le système de planification de Claudia ou en personne. Et là, en janvier, 2 jours après la demande avec la bague sur le bureau, il y avait un SMS de Dominique qui disait « Réunion Hartwell confirmée pour avril ». L'image est bonne maintenant. Merci d'être pratique à ce sujet. J'ai tendu le téléphone à Vivienne. Elle l'a lu 2 fois. Elle a levé les yeux. Puis-je faire une capture d'écran de ça? Vous pouvez avoir le téléphone, ai-je dit. Elle a pris plusieurs captures d'écran. Elle a également photographié l'encart du programme de mariage qui mentionnait Dominique comme un partisan fondateur du lieu,
un lieu qu'il avait choisi pour notre mariage sans me dire qu'il y avait un intérêt financier. Elle a pris des notes sur le préarrangement de la chambre 412 par Claudia. Elle était silencieuse, méthodique et minutieuse. Et au moment où j'ai quitté son bureau 2 heures plus tard, j'avais le sentiment que quelque chose avait été mis en branle qui allait être très difficile à arrêter. Petra m'a conduite à l'aéroport international de Pittsburgh. Nous n'avons pas beaucoup parlé en chemin. À un moment donné, elle s'est penchée et m'a serré la main sans quitter la route des yeux. « Ça va ?» a-t-elle demandé. « Je ne sais pas encore, ai-je dit. Honnêtement. »« C'est la bonne réponse, » a-t-elle dit. Ma sœur Ranata vivait à Scottsdale avec son mari et leurs 2 enfants. Elle avait 4 ans de plus que moi, kinésithérapeute, et elle avait rencontré Dominique exactement 2 fois. Une fois à Thanksgiving il y a 3 ans, et une fois à notre fête de fiançailles en février, et les 2 fois, elle avait été polie avec lui de la même manière que Petra avait été polie avec lui, c'est-à-dire, pas chaleureusement. Quand je l'ai appelée depuis la file d'attente des départs à l'aéroport, elle a décroché immédiatement. « J'ai vu que tu as appelé à 2 heures du matin, » a-t-elle dit. Je me suis dit que j'allais te laisser dormir. Est-ce que ça va? Je l'ai quitté, ai-je dit. C'est fini. Je suis à l'aéroport. Il y a eu un silence. Viens, a-t-elle dit. Je préparerai la chambre d'amis. J'ai embarqué sur un vol de midi pour Phoenix Sky Harbor. Je me suis assise à un siège côté hublot et j'ai regardé la Pennsylvanie s'éloigner sous moi, les lignes de crête, les vallées fluviales, sa beauté laide, l'endroit qui avait été tout mon monde pendant 34 ans. Et j'ai ressenti quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir. Pas exactement du chagrin, pas du soulagement, quelque chose de plus proche de la gravité. Le sentiment qu'une chose devient réelle parce que vous l'avez traversée et que vous êtes de l'autre côté. J'ai atterri à Scottsdale à 15h15, heure locale. Ranata était au bord du trottoir. Elle m'a serré dans ses bras pendant un long moment sans rien dire. Et puis elle m'a installé sur le siège passager et m'a conduite chez elle. Et ses enfants, Cody et Margot, 8 et 11 ans, étaient à la table de la cuisine en train de faire leurs devoirs. Et ils ont levé les yeux et ont dit « Salut, tante Noël », avec la chaleur décontractée des enfants qui ne savent pas que quelque chose ne va pas. Et je me suis assise à cette table de cuisine et j'ai aidé Cody avec sa division longue. Et j'ai pensé, voilà ce que c'est que la terre ferme. Voilà ce que j'avais oublié. Pendant les 2 premiers jours, je n'ai eu aucune nouvelle de Dominique. Le 3e jour, j'ai reçu un appel de Gareth Howell. J'ai failli ne pas répondre. Gareth Howell, l'allié professionnel le plus proche de Dominique, l'homme que j'avais toujours trouvé légèrement troublant. Je n'avais aucune obligation de lui parler. Mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Peut-être que j'étais curieuse. Peut-être que je voulais entendre à quoi ressemblait le premier coup. Noël, a-t-il dit. Sa voix était douce, mesurée, la voix de quelqu'un qui gère des situations pour vivre. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Dominique est profondément inquiet pour toi. Il veut que tu saches qu'il est ouvert à une conversation. Gareth, ai-je dit, il m'a dit le soir de notre mariage que sa secrétaire dormirait dans notre chambre et que j'avais été déplacé dans la 412. Ce n'est pas un malentendu. Une pause. Je comprends que tu aies été contrarié. Je n'étais pas contrarié, ai-je dit. J'étais lucide. Il y a une différence. J'ai pensé à Dominique utilisant le mot dramatisé, et j'ai senti une colère froide et nette me traverser. Mon avocat sera en contact avec son avocat. C'est la conversation que nous avons maintenant. Noël, je veux te conseiller vivement, pour ton propre bien, de ne rien faire qui pourrait compliquer la situation avec Méridian. Au revoir, Gareth, ai-je dit, et j'ai raccroché. J'ai appelé Vivienne Park immédiatement après. Gareth Howell vient de m'appeler, ai-je dit. Il a fait référence à l'accord Méridian. Il m'a dit de ne rien faire qui pourrait le compliquer. Il a dit ça explicitement? Ces mots-là? Oui. Parfait, a-t-elle dit, et je pouvais entendre la satisfaction spécifique dans sa voix, celle d'une avocate dont le dossier vient de se renforcer. Ne parlez plus à Howell. Ne parlez à personne lié à Voss Capital sans ma présence. Et Noël, j'ai fait quelques recherches. Je pense que vous devez savoir quelque chose sur l'accord Méridian que vous ne saviez pas auparavant. Elle a fait une pause.
L'acquisition de Meridian est conditionnée à un audit irréprochable de la structure financière de Voss Capital. Il y a 2 investisseurs du côté de Meridian, des investisseurs institutionnels qui ont une clause de moralité dans leur accord de partenariat. Ce qui signifie que s'il y a des preuves de fraude ou de fausses déclarations dans la conduite personnelle de Dominique, ils peuvent se retirer de l'accord. Et s'ils se retirent, l'accord s'effondre. Et si l'accord s'effondre? Elle a fait une autre pause, laissant le calcul se faire de lui-même. La valorisation de Voss Capital est basée sur la réalisation de l'acquisition de Meridian. Sans elle, la structure de capital investissement ne tient pas. Le silence entre nous était lourd. Il a construit toute son entreprise sur un château de cartes, ai-je dit. Il a construit toute son entreprise sur un accord qu'il a obtenu grâce à un mariage frauduleux, a-t-elle dit. Et nous avons le SMS pour le prouver. Ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé sur 6 semaines, et j'en ai suivi la majeure partie depuis la chambre d'amis de Ranata à Scottsdale sur mon ordinateur portable. Lisant les nouvelles économiques avec le détachement concentré de quelqu'un qui regarde un immeuble où elle a vécu brûlé à une distance de sécurité. Vivienne a déposé la requête en annulation. Elle incluait le SMS de janvier de Dominique, l'image est bonne maintenant. Merci d'être pratique, et un compte rendu détaillé de la conversation de la nuit de noces, la chambre 412 préarrangée, et la connaissance préalable de l'arrangement par Claudia. Elle incluait également, parce que Vivienne était minutieuse, une déclaration du notaire du magasin UPS sur Market Street, qui avait authentifié ma signature à 7h45 le matin du lendemain de mon mariage, et qui a noté que j'avais été calme, clair et sans ambiguïté dans mes intentions. L'avocat de Dominique, un homme nommé Strickland, qui avait une publicité pleine page dans le Pennsylvania Business Quarterly, a déposé une réponse affirmant que le mariage avait été un accord mutuel conclu en pleine connaissance de cause des 2 côtés et que mon départ constituait un abandon. Vivienne, en réponse, a déposé le SMS. Les investisseurs de Meridian en ont eu vent en moins d'1 semaine. Je ne sais pas exactement comment. Vivienne avait ses théories et moi aussi. Et la plus probable est que Hartwell lui-même, le traditionnaliste, l'homme qui voulait des pères de famille, a découvert que le mariage que son nouveau partenaire commercial avait utilisé pour projeter une stabilité personnelle avait duré environ 18 heures avant que la nouvelle mariée ne demande l'annulation pour motif de fraude. Quelle que soit la manière dont il l'a découvert, l'effet a été rapide. Les investisseurs institutionnels du côté de Meridian ont invoqué la clause de moralité. L'accord a été mis en attente pour examen. La valorisation de Voss Capital a chuté de 40% en l'espace de 11 jours. Terence m'a appelé quand la nouvelle est passée aux informations. J'étais de nouveau à la table de la cuisine de Ranata, buvant du café, regardant le soleil implacable de novembre de Scottsdale entrer par la fenêtre. Terence n'appelait jamais pendant les heures de travail, sauf si c'était important. « Tu regardes les infos ?» a-t-il dit. « Je regarde », ai-je dit. Voss Capital. Il l'a dit de la manière dont on dit quelque chose quand on essaie d'être neutre sans tout à fait y parvenir. « Je sais. Tu vas bien ?»« Je vais mieux que bien », ai-je dit. « Je vais d'une manière qui commence à ressembler à bien. »« Bien », a-t-il dit, parce qu'on a besoin de toi. Rhys a pris tes gardes et c'est un désastre. La semaine dernière, il a dit à un patient que sa tension artérielle était probablement assez élevée, puis il n'a pas pu trouver le brassard. J'ai ri. C'était un vrai rire, le genre qui vient de la poitrine, et ça m'a un peu surprise, à quel point il était réel. Donne-moi encore 3 semaines, ai-je dit. J'ai des choses à terminer ici. Prends le temps qu'il te faut, a dit Terence. Mais reviens. Une pause. Tu nous manques, Noël. Je ne deviens pas émotive au téléphone, mais j'ai dû m'éclaircir la gorge avant de répondre. Je reviens, ai-je dit. L'annulation a été accordée en totalité 48 jours après que je l'ai déposée. Motif, déclaration frauduleuse. Le mariage de Noël Bancraftoft et Dominique Voss a été déclaré nul comme s'il n'avait jamais existé, ce qui est le langage juridique spécifique pour une annulation, et que j'ai trouvé, en le lisant dans le document officiel, être exactement la bonne formulation, comme s'il n'avait jamais existé. Une porte fermée et scellée, et le couloir au-delà, dégagé. Dominique ne l'a pas contesté à la fin. Son avocat a retiré la plainte pour abandon 2 semaines après, une fois que le SMS était dans le dossier officiel et que la situation de Meridian était déjà publique. Contester l'annulation aurait signifié plus de procédures, plus de documents entrant dans le dossier public,
plus de détails sur l'accord Méridian et sur la façon dont le mariage avait été programmé pour le soutenir. Strickland était assez intelligent pour savoir que se battre coûterait plus cher que de laisser tomber. J'ai appris par Vivienne que Dominique et Gareth Howell ont eu une brouille importante dans les semaines qui ont suivi, que Gareth avait fortement insisté pour la stratégie du mariage, qu'il avait été celui qui avait suggéré que cela satisferait le traditionnalisme de Hartwell. Et que Dominique avait apparemment été persuadé par un argument qu'il a ensuite reproché à Gareth lorsque tout s'est effondré. Que ce soit vrai ou une réattribution commode de la responsabilité, je ne saurais le dire. Cela ne m'importe pas vraiment de toute façon. Ce que je sais, c'est ceci. Voss Capital s'est restructuré en février. L'accord Méridian a finalement été renégocié à une valorisation considérablement réduite, environ 60 centimes sur le dollar initialement prévu, et a été conclu 6 mois plus tard sous des termes différents, avec Gareth Howell ne figurant plus comme partenaire. Claudia a quitté l'entreprise en décembre. Je ne sais pas où elle est allée et je ne suis pas assez intéressé pour le découvrir. Dominique m'a envoyé un seul email 2 mois après la finalisation de l'annulation. Il était bref. Il disait « J'espère que tu vas bien. Je suis désolé que ça se soit passé comme ça. » Pas de détails, pas de reconnaissance de ce qu'il avait fait, pas de phrase contenant le mot amour, ce qui, à ce stade, était devenu quelque chose de presque drôle dans sa constance. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à quoi répondre. Des excuses sans responsabilité ne sont qu'un son. Je suis retourné à Harwich en janvier, non pas parce que je le devais. J'aurais pu rester à Scottsdale, j'aurais pu y trouver du travail, j'aurais pu tout recommencer dans un endroit où personne ne me connaissait, ni Dominique, ni l'histoire. Mais Harwich était ma ville. Mon père avait conduit un bus dans ces rues pendant 31 ans. Ma mère avait travaillé dans les couloirs de cet hôpital jusqu'à ce que ses genoux lâchent. Terence était là, et Rhys qui ne pouvait pas trouver un brassard de tensiomètre, et l'ambulance et le travail et la satisfaction spécifique de faire quelque chose qui compte à l'endroit où vous avez été faite. J'ai trouvé un appartement au 3e étage d'un immeuble sur Caldwell Street, la même rue avec les érables qui devenaient entièrement orange et cuivre à l'automne. La rue que j'avais empruntée 100 fois sans y penser. L'appartement avait de grandes fenêtres qui donnaient sur la vallée. Et le matin, la lumière entrait sous un angle qui dorait tout. Et je me tenais à la fenêtre avec mon café et je regardais les châteaux d'eau et l'ancien bâtiment de pinacle style et les lignes de crête au-delà de la ville. Et je pensais, ceci est à moi. Tout ceci est à moi, et personne n'a le droit de me le prendre. Je suis retourné au travail fin janvier. Première garde de retour. Terence n'en a pas fait toute une histoire, ce qui était exactement ce qu'il fallait. Il m'a juste tendu mon café du restaurant sur ma pelle et a dit « L'ambulance est prête. Il fait froid dehors. »